Dans ce journal, un sujet consacré à la planification familiale dans notre pays. Après la qualification pour les phases finales du CHAN, le MENA national a été reçu hier après-midi par le Premier ministre. Brigitte Raffini a félicité les joueurs pour avoir validé à Lomé leur ticket de qualification pour la CAN des locaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La population nigérienne croît exponentiellement, en atteste le nombre actuel à environ 18 millions d'habitants. Pour y remédier, les autorités ont mis en œuvre des politiques dont celle de l'espacement des naissances qui s'est vu approprié et compris par plusieurs acteurs. Le reportage est signé Ousmane Sidikou. Le Niger, pays enclavé, connaît une croissance démographique des plus galopantes, ce qui n'est pas sans conséquence sur son développement socio-économique, d'où cette vision comme alternative de la planification familiale. Dans le cadre de la planification familiale, le Niger était ainsi doté dans le domaine de la santé de la reproduction du plan que je suis en train de tantôt de parler. Le plan de la planification familiale est de 2013 à 2020, qui a été élaboré par le gouvernement avec le soutien important des bailleurs de fonds, de la société civile, des différentes ONG, des partenaires d'exécution et sans oublier le secteur privé. La planification familiale, une politique d'espacement des naissances qui revêt une importance capitale. L'importance, ça se voit d'abord chez la femme. La femme qui fait cette planification familiale, elle a le temps de s'occuper d'elle, de s'occuper de son foyer et de s'occuper aussi des enfants. Parce que quand une femme a beaucoup d'enfants avec des grossesses qui sont rapprochées, souvent elle a beaucoup de difficultés pour s'occuper, même pour les éduquer. C'est un problème. Et la planification familiale a un avantage aussi chez l'homme. Parce qu'aujourd'hui, la vie est dure. Les temps sont durs. L'homme aussi est concerné dans cette planification familiale. Un espacement des naissances qui d'ailleurs n'est pas en contradiction avec l'islam. L'islam a voulu prendre en compte l'espacement de naissance dans le livre saint quand Allah subhanahu wa ta'ala donne le choix à celle qui est en train de sévrer son enfant d'aller avec son mari, donc dans le consensus d'aller jusqu'à 2 ans de suite. Hawlaini kamelaini, pour celui qui veut compléter donc le sévrage. Ainsi vous comprenez, naturellement quand la femme sèvre son enfant, donc le système de reproduction est bloqué. Donc en disant de sévrer l'enfant jusqu'à 2 ans pour celui qui veut parfaire le sévrage, Allah voulait nous dire espacez, prenez le temps d'espacement de 2 ans entre le venu et celui que vous espérez. La planification familiale trouve toute sa justification et les vues s'accordent au regard de l'impérieuse nécessité dans la préservation de la santé de la mère et de l'enfant au sein du couple. La situation en Syrie, au centre d'un communiqué de presse de l'Alliance pour la démocratie et le progrès ADP Zomti, dont le bureau s'est réuni le 25 octobre dernier. L'ADP Zomti condamne l'attitude de la communauté internationale face à ce qui se passe en Syrie. Le résumé de ce communiqué de presse avec Nafis Adam. Dans un communiqué de presse en date du 25 octobre, le Bureau politique national de l'Alliance pour la démocratie et le progrès ADP Zumunchi a condamné le silence de la communauté internationale et en particulier des pays qui se disent défenseurs et attachés aux droits de l'homme, au droit à l'autodétermination et opposés aux crimes contre l'humanité face au massacre des Palestiniens. Le parti ADP Zumunchi constate avec une très grande amertume la discrimination religieuse comme règle de la gestion politique entreprise par l'Union européenne et l'Organisation des Nations dirigée par les États-Unis d'Amérique. Sinon, poursuit l'ADP Zumunchi, comment comprendre que lorsque les adeptes d'une religion, quel que soit leur nombre, sont opprimés dans un pays donné,
Des interventions militaires étrangères sont déployées pour faire arrêter le massacre, mais quand les adeptes d'une autre religion sont massacrés plus violemment, c'est le silence absolu de ces mêmes interventionnistes militaires étrangères. Comment croire, ajoute ADP, que la CPI existe pour sanctionner tous les responsables d'État qui martyrisent les populations et commettent des crimes du genre ou contre l'humanité. S'agissant de la situation en Syrie, le parti ADP Zumunci s'est dit stupéfait de constater l'hypocrisie de l'impérialisme qui sous-estime le degré élevé de la compréhension par les opprimés de sa géopolitique. Les terroristes fabriqués par lui en Syrie sont appelés révolutionnaires. Les révolutionnaires qui le combattent au Yémen sont appelés terroristes. La présence ou l'absence de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie ne peut relever que de la seule volonté du peuple syrien, conclut le bureau politique de l'ADP Zumunci. L'actualité dans nos régions, direction dans l'Aïr où le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, a organisé la semaine dernière une conférence débat. Elle a porté sur la convention minière entre l'État du Niger et le géant nucléaire français Areva. Un thème d'actualité suivi avec intérêt par les participants. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Souleymane Barma et Abouakar Souley. La convention Niger-Areva de juillet 2015, force et faiblesse ou avancées et lacunes. Tel est le thème de cette conférence organisée par le ROTAB en partenariat avec Oxfam à l'intention des acteurs de la société civile d'Agadez. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation des populations sur la gouvernance des industries extractives. Quand vous parcourez le document de la Convention, donc vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de forces ou d'avancées qui sont contenues dans cette Convention minière. Donc la toute première avancée, à mon sens, c'est l'engagement pris par la société au cas où elle devrait utiliser les infrastructures comme elle le fait d'ailleurs, comme la route, par exemple pour la conduite des opérations minières, la route Tawa-Arlit, donc la société s'engage à participer à son entretien afin de la maintenir en bon état d'utilisation. Aujourd'hui, vous le savez plus que moi, le calvaire que vous vivez donc en empruntant cette route. Je pense que l'une des forces de cette convention, c'est l'engagement qui a été pris dans la convention de participer à l'utilisation. La seconde donc avancée ou la seconde force, elle est relative à l'emploi du personnel nigérien qui est d'ailleurs prévu par l'article 147 donc de la Constitution à son alinéa 2. Cette disposition a été reprise pour ceux qui ont la Convention au niveau de l'article 12.1 de la Convention. Donc c'est à ce niveau que cet engagement a été pris formellement par la société. Au niveau de l'emploi du personnel expatrié, donc l'article 13.1 précise la société d'exploitation et ses sous-traitants nationaux et étrangers peuvent engager pour leur activité au Niger le personnel expatrié nécessaire s'ils ne trouvent pas du personnel qualifié nigérien donc disponible pour effectuer les travaux. Maintenant, en ce qui concerne les faiblesses ou lacunes, la première grosse lacune ou faiblesse donc de cette convention, c'est au niveau même des considérants. Donc au niveau du sixième considérant donc de la convention, comme vous le savez, la convention d'Arlit est signée en 1968 avec l'État du Niger et c'est une convention qui reste valide jusqu'en janvier 2043. L'analyse juridique de cette convention très controversée fait ressortir un certain nombre de points en déphasage avec les lois de la République du Niger. À la date du 16 juillet où la convention est fixée, donc tout ce qui concerne les règles d'assiette, donc on ne pouvait pas créer de nouveaux impôts. Tout ce qui concerne la perception d'impôts et les taxes et les prélèvements vont rester tels quels, on ne peut pas les augmenter et c'est au cas où seulement les taux là doivent être inférieurs, donc c'est réduit et là également c'est à la demande de la société là qu'on doit leur imposer. Donc vous vous rendez compte, de ce point de vue, cette clause de stabilité, c'est quand même une atteinte à la souveraineté, en tout cas de notre pays. La richesse de cette communication exclusivement juridique a édifié plus d'un participant qui s'engage désormais à relayer les connaissances acquises sur ce sujet d'importance capitale pour les Nigériens en général et les populations riveraines des gisements miniers en particulier.
La délégation du Rotab a mis à profit son séjour à Agadez pour remettre aux autorités une copie de la convention Niger-Areva de juillet 2015, dont la publication dans le journal officiel de la République du Niger tarde toujours. Les enseignants contractuels de la région de Tawa étaient en sit-in hier jeudi dans les locaux du gouvernement de la région pour exiger l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils ont également saisi l'occasion pour remettre un mémorandum au secrétaire général du gouvernorat de la région de Tawa. Retrouvons nos envoyés spéciaux Souleymane Barma et Abokar Souley. Le gouvernorat de Tawa est pris d'assaut ce jeudi 29 octobre 2015 par les enseignantes et enseignants militants du SINASEB. Un mouvement d'humeur qui fait suite au non-respect des engagements pris par les autorités relatifs à un certain nombre de revendications. L'octroi des matricules à 476 de nos camarades sélectionnés suite à l'arrêté 1855 du 13 août 2014 à la fonction publique, voilà plus d'1 an. La finalisation du recrutement au titre de l'année 2014, les paiements des pécules des enseignants contractuels à terme échu, le remboursement des coupures illégales opérées sur nos militants dans la région de Tawa, la tenue des CAPE dans la région de Tawa pour la période 2014-2015, le paiement des rappels de primes de craie. Cette situation aussi, nous en avons parlé avec les autorités, nous avons discuté de ça. Toute la région de Tawa, prenez au plan national, en tout cas la région de Tawa, par rapport à cette question, elle fait partie des dernières régions qui jusqu'à présent n'a pas dégagé cette situation. La prime de craie pour tous les enseignants contractuels pour le mois de février. Pour le département de Tinta, ils ont 2 mois, janvier et février. Pour le préscolaire Tawa, ils ont janvier et février. Aussitôt, elles ont reçu le mémorandum des enseignants. Les autorités régionales tentent de justifier les raisons qui sont à la base de la non-satisfaction des revendications citées ci-dessus. Nous sommes tout le temps à votre écoute quand il s'agit des problèmes matériels que vous vivez, qui sont à notre portée, autorité régionale, sur instruction du niveau même national. On vous écoute tout le temps tant que vous posez des problèmes qui peuvent avoir des solutions. Dans ce cadre, je dois rappeler quelque chose. Tawa est la région qui a le plus de contractuels. Dans les régions où il y a plus de contractuels, la situation est toujours difficile. Et elle est toujours difficile à gérer. Le deuxième goulot d'étranglement, le trésor Tawa, avec toute la pression qu'il y a, souvent est en manque de liquidité. Et nous faisons des états. Vous savez, vos petits frères lycéens n'ont pas reçu le pécule de mars de l'année dernière jusqu'ici. Sans même cette pression, c'est notre devoir en tant qu'État de prendre en charge ses concitoyens. Ensuite, en tant que travailleurs, parce que vous êtes des travailleurs, parce que tout le monde est sous contrat. Engagé pour une véritable amélioration des conditions de vie et de travail de ses militants, le SINASEB réaffirme sa détermination à multiplier des actions dans les jours à venir dans toute la région de Tawa pour faire aboutir les revendications des enseignants. Je l'annonçais dans les titres, le Premier ministre a rencontré hier après-midi l'équipe nationale de football du Niger qualifiée pour les phases finales du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui va se dérouler à partir de janvier 2016 du côté du Rwanda. Brigitte Raffini a félicité le 11 national sorti victorieux de la confrontation contre les éperviers du Togo. Après avoir validé son ticket à Lomé le week-end écoulé pour les phases finales du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN contre le Togo, le MENA national était chez le Premier ministre ce 29 octobre 2015. Dans la série de discours, que d'éloges à l'endroit de nos joueurs qui attendent, eux, la prime de qualification. L'essentiel est fait puisque c'est la qualification d'abord. Maintenant, il faut se battre aussi pour créer les conditions d'une bonne préparation pour qu'on puisse au moins être au même niveau que la première compétition où on était en quart de finale au moins. Si ça ne tenait qu'à ma volonté personnelle, ma volonté en tant que chef du gouvernement, on allait faire un gros geste pour vous. Mais malheureusement, comme on dit, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a.
ce que nous avons pour le moment est modeste. Et nous nous engageons en tout cas à vous accompagner et à faire tout ce que nous pouvons pour assurer votre motivation. Après la qualification pour le CHAN, les joueurs sont conscients qu'il faut une préparation sérieuse avant l'échéance de Rwanda 2016 dans moins de 100 jours. Vous savez, une équipe comme ça doit se préparer au maximum. Donc je pense que le plus dur reste à venir et à faire aussi. Donc je pense qu'une bonne préparation va vraiment permettre à l'équipe d'aller le plus loin possible, parce que de nos jours rien n'est impossible. Donc parce que nous n'allons pas seulement au CHAN pour une simple figuration. Nous allons pour quelque chose et je pense qu'avec une bonne préparation, ça ira, Inch'Allah. Après Soudan 2011, où le Niger a été éliminé en quart de finale par le pays organisateur, le MENA national participera du 16 janvier au 7 février 2016 au Rwanda aux phases finales de la CAN des locaux. Pour ces deux participations à cette compétition de la CAF, le Niger a éliminé le Nigeria en 2011 et le Togo en 2015. L'actualité hors de chez nous, fin du sommet Inde-Afrique à New Delhi, le gouvernement indien a lancé l'octroi de nouveaux prêts de 10 milliards de dollars et la création de 50 000 bourses d'étudiants qui profiteront à des étudiants africains dans les universités indiennes. L'Afrique à New Delhi est la plus importante photo de famille pour l'État indien depuis plus de 30 ans. Afin de renforcer notre partenariat, l'Inde va offrir 10 milliards de dollars de crédit sur les 5 prochaines années. Nous accorderons 600 millions de dollars d'aide. À rencontre exceptionnelle, sommes exceptionnelles. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Inde ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de renforcer ses liens avec le continent africain, qui voit ses crédits doubler et ses projets élaborés lors des précédents sommets financés. Pourtant, alors que plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement, l'événement est resté plutôt confidentiel en Afrique. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de publicité autour d'un sommet comme celui-ci. Mais on en parle à peine ici. Pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais parce qu'en Afrique, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et puis nous concentrons notre attention sur l'Occident. Mais c'est avant tout les ambitions de la Chine que l'Inde doit contrer sur le continent. Et pour cela, elle compte sur son ralentissement économique pour s'imposer comme un partenaire alternatif. C'est l'occasion pour l'Afrique d'arrêter de se tourner vers les États-Unis, l'Europe et le reste du monde. C'est l'occasion de se tourner vers l'Inde et de voir ce qu'ils ont à nous offrir. Les grands groupes indiens sont implantés en Afrique depuis longtemps déjà, et si Delhi n'est pas encore perçu comme un acteur majeur sur le continent, les échanges se développent de façon exponentielle et pèsent aujourd'hui plus de 70 milliards de dollars. Rien de comparable avec la Chine bien sûr, mais l'Inde a beaucoup à offrir et a les moyens de ses besoins. Elle sait aussi se présenter comme un partenaire plutôt qu'un prédateur. Le drame d'immigrants continue en Méditerranée. Depuis le début de l'année, plus de 700 000 migrants ont traversé la Méditerranée et plus de 3200 y ont déjà perdu la vie. L'exode vers l'Europe n'en finit plus de compter ses morts. Tôt ce matin, 22 migrants ont péri dans 2 naufrages près des îles de Rhodes et de Kalymnos. Ces nouveaux drames s'ajoutent à celui de Lesbos survenu mercredi. En 2 jours, ce sont 24 enfants et presque autant de femmes qui se sont noyées en mer Égée. Sur place, les organisations mobilisées tentent de remédier à la désunion européenne. Nous recommandons aux gouvernements européens de fermer ces routes illégales et mortelles et d'ouvrir des voies légales en accordant des visas de travail ou d'études et d'autres types de visas temporaires. Ainsi, les États pourraient sécuriser et contrôler les arrivées de réfugiés. Autre route, autre drame. Entre le Maroc et l'Espagne, 4 corps ont été repêchés dans la nuit. 15 candidats à l'exil ont été secourus, ils sont sains et saufs. Mais c'est avec peu d'espoir que les secours sont partis ce matin à la recherche de 30 disparus. En 2015, 3000 personnes ont rejoint l'Espagne, 140 000 l'Italie, 500 000 la Grèce. Au total, 3200 ont perdu la vie. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.